Dans un espace public où il faut conquérir sa place, l'autre apparaît toujours comme un rival potentiel. Dans un espace marqué par la concurrence, la rivalité, l'autre apparaît comme un antagoniste, toujours potentiellement inquiétant. Et d'emblée, à cette inquiétude, il est tentant d'opposer l'intimité du chez-soi, les liens protecteurs qui unissent à ses plus proches, le cadre qui est celui de la famille dans lequel chacun trouve sa place et dans lequel l'ordre et l'harmonie, lorsque tout se passe bien en tous les cas, dans lequel l'ordre et l'harmonie voient le jour. Vous voyez, d'emblée, à l'espace public inquiétant s'oppose une intimité qui peut apparaître comme une réponse à cette inquiétude. Sur le plan politique, on comprend que la famille puisse dès lors apparaître comme un véritable modèle d'organisation sociale. Et si nous pouvions faire en sorte que l'espace public soit de même nature que l'espace du foyer dans lequel, je le disais à l'instant, chacun peut trouver sa place. Autrement dit, peut-on étendre à la société tout entière les attaches familiales, ces attaches qui, bien souvent, peuvent apparaître aussi rassurantes. C'est tentant, c'est discutable, mais tentons le coup. Si j'étends à la société tout entière le modèle de la famille, j'obtiens une représentation de la société comme un ordre hiérarchique. Vous l'avez remarqué, la famille traditionnelle n'est pas une démocratie. On n'élit pas son père, on ne choisit pas sa mère. L'ordre familial est un ordre qui s'impose à l'individu indépendamment de sa volonté. Du coup, si j'étends à la société tout entière le modèle de la famille, j'obtiens une représentation de la société politique comme une société très profondément hiérarchisée. Une société dans laquelle chacun occuperait une place en vertu de la place qui lui revient, peut-être en vertu de sa nature. La plus ancienne de toutes les sociétés est la seule naturelle, dit Rousseau, et celle de la famille. Vous voyez, quand on considère la famille comme un modèle politique, c'est la nature qui apparaît comme une norme. En fait, quand on parle de la famille, on parle d'autre chose. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, en politique. On parle de quelque chose, mais en réalité, on parle d'autre chose. Quand on ne règle pas des comptes, on investit une idée pour affirmer une thèse, parfois sans la dire explicitement. Là, en l'occurrence, parler de la famille, c'est parler d'autre chose. C'est parler de la nature. Mais plus précisément, ça n'est pas parler de la nature comme un ensemble de rapports de force dans lequel les individus s'entrechoquent, dans lequel les individus sont concurrents, ce qui engendre ce tohu-bohu dont nous souffrons lorsque nous vivons dans des sociétés marquées par la concurrence, la rivalité, etc. Non, lorsque nous parlons de la nature en parlant de la famille, nous parlons d'une autre nature, d'une nature entendue comme un ordre, et plus précisément comme un ordre hiérarchique, à l'intérieur duquel chacun trouve une place assurée. Vous voyez, la nature ainsi entendue, c'est l'antithèse de la concurrence, c'est l'antithèse de la rivalité, c'est l'antithèse de la compétition. C'est ce qui s'oppose très précisément à ceux qui inquiètent les individus, développant leur existence, déployant leur être dans une société qualifiée de libérale, pour dire les choses simplement. Par parenthèse, vous remarquez que là, je propose un modèle politique très profondément antilibéral, c'est-à-dire un modèle politique hiérarchique, dans lequel chacun trouve sa place en vertu de sa nature. Modèle politique qui peut apparaître rassurant précisément parce qu'il permet à chacun d'échapper à la concurrence. De ce point de vue-là, la nation serait comme une maisonnée protectrice, dans laquelle chacun trouverait sa place et dans laquelle chacun échapperait à cette inquiétude que j'évoquais à l'instant. L'intimité du foyer, étendue à la société tout entière, apparaît ici comme un véritable modèle politique. Bon. À quel prix ? Parce que s'il faut répondre à l'inquiétude, oui, mais à quel prix ? Le philosophe préférera bien souvent une inquiétude, peut-être joyeuse parfois, mais en tout cas une inquiétude, à une illusion rassurante et liberticide. Si l'on regarde de plus près, je citais Rousseau à l'instant, dans le contrat social, dès le début du contrat social, c'est peut-être pas par hasard si d'emblée il nous parle de la famille, dès le chapitre 2 du livre 1, tout de suite. Premier modèle évoqué, la famille. C'est pas par hasard, parce que le républicain a compris que son adversaire est là. Il a compris que ça, c'est l'antithèse de la République. La référence à la famille comme ordre hiérarchique, comme ordre naturel hiérarchique dans lequel chacun trouve sa place en vertu de sa nature. Donc si je reprends la formule de Rousseau, il faut la déplier. Tout à l'heure, j'ai cité le début de la formule de Rousseau. La plus ancienne de toutes les sociétés, la seule naturelle, est celle de la famille. Très bien, mais Rousseau poursuit. Encore faut-il considérer la famille en son commencement, c'est-à-dire au moment où le père et l'enfant sont dans une relation de dépendance liée au fait que l'enfant venant au monde ne peut pas subvenir lui-même à ses besoins. Vous voyez, le lien naturel qui règne dans l'intimité du foyer, ce lien n'est naturel que parce que l'enfant venant au monde ne peut pas
subvenir à ses besoins, parce qu'il n'est pas autonome. C'est de là que vient la nature. Mais un bon père travaille à faire en sorte que son enfant devienne son égal, non? Parce que s'il fait ce travail-là, ça veut dire qu'ayant bien travaillé à faire en sorte que son enfant devienne son égal, lorsque son enfant est devenu adulte, entre lui et cet enfant, le lien n'est plus naturel, puisqu'il n'est plus hiérarchique. Donc, ou bien le lien est dissous, la famille est dissoute, chacun rentre dans l'indépendance et on passe à autre chose. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais en tout cas, c'est possible. Deuxième possibilité, on maintient la famille. Mais si on maintient la famille, elle ne peut plus se maintenir que par convention, c'est-à-dire par contrat. Donc, notre position qui dit qu'il est possible d'étendre à la société tout entière le modèle de la famille est une position qui considère que les peuples sont composés d'enfants, incapables de subvenir à leurs propres besoins. Et c'est très aimablement, évidemment, que les pères des nations se proposent pour disposer de l'être de chacun. Il suffit que la sécurité soit en jeu pour qu'immédiatement nous soyons prompts à renoncer parfois à une exigence de liberté. Attachez-moi, bien serré. C'est pas assez serré, là. Si c'est pour garantir ma sécurité, si c'est pour répondre à mon inquiétude, après tout, pourquoi pas? Mais un peuple est-il composé d'enfants? Un peuple digne de ce nom, est-ce un ensemble d'enfants? Rien n'est moins sûr. Alors évidemment, ce qui apparaît ici, c'est la tentation révolutionnaire, c'est-à-dire la tentation de celui qui refuse l'autorité paternelle. Voilà. Je refuse cette autorité paternelle qui n'a d'autorité que le nom, puisque ce père que j'évoque là, qui prétend gouverner au nom de la nature, n'est pas autorisé à le faire au nom de la nature si l'on considère qu'un peuple n'est pas composé d'enfants. Donc il n'a d'autorité que le nom, il n'a qu'un pouvoir en réalité qui se déguise en autorité. Donc la tentation qui voit le jour ici, en réaction à cette position qui étend à la société tout entière le modèle de la famille, la position qui voit le jour ici, la tentation qui voit le jour, c'est une tentation révolutionnaire qui consiste à s'opposer à l'autorité paternelle et tant qu'à faire à s'opposer à toutes les autorités. Alors là, il y a une autre difficulté. Vous voyez, quand on lit le texte de Rousseau, attentivement, on s'aperçoit qu'il théorise la famille en disant il y a la famille du début, qui est une famille reposant sur un lien naturel, du fait que l'enfant ne peut pas subvenir à ses besoins, puis il y a la famille qui ne se maintient que par convention, lorsque la famille est composée d'adultes. Il dit ça. Moi, je suis tenté d'ajouter un intermédiaire. Et entre les deux, quand on n'est plus dans la nature et pas encore dans la convention, on est où? On n'est plus un enfant, pas encore un adulte. Vous l'avez reconnu, c'est la figure de l'adolescent. Plus enfant, pas encore adulte. D'ailleurs, il est très habile, parce que celui-là, il sait jouer de la nature contre la convention et de la convention contre la nature. Vous savez, c'est le prof qui enseigne au lycée, qui voit arriver un collégien qui a 2 mois de vacances entre le collège et lui. Et alors, dès le début, si l'élève s'agite un peu, il va lui dire, mais enfin, on n'est plus au collège, on est au lycée, tu n'es plus un enfant. Alors là l'adolescent, c'est sûr, il lui sort de sa poche la nature. Si, je suis un enfant. Montre-moi que tu es le professeur. Montre-moi qui c'est le patron. Le même, quand il rentre chez lui le soir et qu'il demande à sortir jusqu'à des heures impossibles, lorsqu'il est confronté à l'exigence du père ou de la mère qui lui dit « mais enfin quand même, à l'âge que tu as », il va dire « je ne suis plus un enfant ». Autrement dit, quand on lui parle de la convention, il sort de sa poche la nature, et quand on lui parle de la nature, il sort de sa poche la convention. Il est très profondément inquiétant. Au passage d'ailleurs, il nous révèle une vérité concernant notre nature. C'est peut-être précisément que nous n'avons pas de nature. Voilà, l'adolescent, il nous révèle ça. On n'est plus là, pas encore ailleurs. Vous voyez ? Pas là, pas encore ailleurs. Alors on l'oublie. Le temps passe, on l'oublie. On finit par croire qu'on est ce que l'on est. Voilà. C'est pour ça qu'il nous inquiète, parce qu'il nous renvoie à la figure, peut-être, ce passage, ce mouvement qui va de la nature à la convention. Si on étend à la société tout entière maintenant le cadre familial et qu'on considère le peuple non pas comme un ensemble d'enfants, mais comme un ensemble d'adolescents, on obtient une société animée par des individus toujours mus par des pulsions révolutionnaires. À tout propos, ils ne sont jamais d'accord. Jamais. Mais comme les adolescents, ils ne sont jamais d'accord, mais quand on leur parle de la nature, ils parlent de la convention. Et quand on leur parle de la convention, ils parlent de la nature. Vous voyez, c'est toujours. Donc ça donne une société à la fois aspirant à une liberté absolue, mais alors tentée par un communautarisme radical. Et on trouve exactement, comme dans la figure de l'adolescent, la tension entre deux attitudes totalement opposées, totalement incompatibles. Les individus animés par les passions révolutionnaires, ils oscillent toujours entre les deux. La liberté la plus totale, l'ordre le plus absolu. La reconnaissance de l'égalité, mais la communauté la plus fermée. Ça signifie que la constitution d'une république, c'est
la constitution d'un ordre politique qui considère les citoyens ni comme des enfants, ni comme des adolescents, mais comme des êtres majeurs, c'est-à-dire comme des êtres qui sont capables de se donner à eux-mêmes leurs propres lois. Vous voyez, la tentation, si l'on veut absolument faire de la famille le modèle des sociétés politiques, serait de se dire, oui, mais peut-être qu'alors renonçons à la famille fondée sur la nature, renonçons à la figure de l'adolescent et retenons simplement ce que Rousseau nous dit quand il nous dit que la famille se maintient par convention. Donc on aurait une nation qui serait comme une famille, mais fondée sur une convention, à la tête de laquelle on aurait une espèce de père, un père de la nation, mais fondé sur une convention. Oui, enfin c'est oublier une chose, hein. C'est que ceux qui nous gouvernent éprouvent le plaisir de gouverner. Et qu'un bon père, lui, n'est pas bon père parce qu'il éprouve le plaisir de dominer son enfant, mais parce qu'il éprouve à l'égard de sa progéniture quelque chose qui est de l'ordre d'un sentiment. Donc il y a un égarement, toujours, à considérer la famille comme un modèle politique. Si j'étends à la société politique le modèle de l'intimité familiale, je renonce en réalité à l'idée républicaine. L'idée républicaine, c'est l'idée d'un peuple composé d'individus qui ne sont ni des enfants ni des adolescents, mais des êtres majeurs, capables de s'autodéterminer, capables de se donner à eux-mêmes leurs propres lois, autrement dit, composé d'individus qui se sont élevés effectivement à l'autonomie. Je vous remercie de votre attention.